Bonjour à tous, bienvenue à Média en scène. Depuis ce matin 9 heures jusqu'à ce soir 18 heures, nous vous proposons un certain nombre de débats, de keynotes, de présentations, de rencontres, d'entretiens. On parle actuellement, par exemple, en ce moment, avec l'équipe de Charlie Hebdo, à l'occasion des 50 ans du journal. On parle des nouvelles censures aujourd'hui. Vous allez retrouver tout un tas de débats, notamment sur l'avenir de l'audiovisuel public, un peu plus tard, aux environs de 14 heures, avec tous les présidents de l'audiovisuel public. Et puis, une grande thématique cette année, on a beaucoup insisté dessus, c'est le journalisme et la connaissance, parce que ça fait bientôt un an que nous vivons avec le coronavirus et que les médias nous en parlent, vous en parlent, des médias qui ne sont pas épargnés par le public. Un Français sur deux considérait en effet, selon une étude réalisée début septembre, que le traitement de la pandémie était anxiogène. 60% même des personnes interrogées estimaient que la place accordée à la crise sanitaire était trop importante. Et puis dans cette même étude, les 2/3 des sondés reconnaissaient que l'information quand même leur a été utile pour leur vie quotidienne. Tout un paradoxe, donc il faut essayer peut-être d'aller chercher dans le décalage entre les différentes parties concernées. Autrement dit, comment concilier les trois temps, celui de l'urgence sanitaire, le temps de la recherche et le temps médiatique, la vitesse médiatique. C'est ce dont nos invités vont maintenant débattre pendant une quarantaine de minutes. Alors, ça va être animé par Anne-Laure Barral, qui est journaliste spécialiste environnement à France Info. Bonjour Anne-Laure, venez vous installer par ici, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui, on respecte beaucoup les mesures sanitaires, on alterne, on essaie de vous installer, et je sais que vous êtes très vigilante sur cette question-là. Nous accueillons également Dorothée Berthaumieux, qui est directrice de recherche et présidente du conseil scientifique au CNRS. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, Dorothée, merci, bonjour. Venez vous installer. Hervé Schneeweiss, qui est enseignant et chercheur au CNRS. Bienvenue Hervé, venez avec nous également, venez vous installer avec Anne-Laure. Yves Gaudin, qui est virologue et directeur de recherche au CNRS. On a réuni une partie du CNRS avec nous ce matin, ce midi. Venez en tout cas vous rejoindre à nous. Et puis, comme on parle de vitesse médiatique, il nous fallait quelqu'un qui représente ces médias et naturellement une grande chaîne d'information, BFM TV, avec Céline Pigalle, qui est directrice de la rédaction de BFM TV. Venez Céline, venez vous joindre à nous également. Merci d'être venue. Donc un vaste sujet, donc je vais vous laisser débattre, concilier les trois temps, l'urgence sanitaire, le temps de la recherche, la vitesse médiatique. Anne-Laure, c'est à vous. Merci Didier. Effectivement, c'est une table ronde tridimensionnelle, en fait, un petit peu sur ces trois temps. Est-ce qu'ils sont conciliables ? Je voudrais juste commencer par vous raconter une anecdote. C'est un ami qui travaille au CEA. Un jour, le mari d'une amie vient à la maison et me dit que sa femme se vante. Il vient de publier dans Science. Donc, je le félicite et je lui demande « Mais c'est sur quoi ce papier ?» Alors, il m'explique que c'est une nouvelle technique de spectrométrie de masse basée sur des résonateurs nanomécaniques. Donc, il pique ma curiosité, évidemment, et s'engage une longue conversation. Il me parle de nanobalance et nous arrivons à « ça peut aider à peser des virus ». Vous comprenez que tout d'un coup, je lui dis « mais c'est génial, je peux faire un sujet, une interview. Il faut que le grand public sache ce que des chercheurs français viennent de trouver ». Et il me dit « je ne suis pas sûre que le grand public doit savoir ce que je fais ». Donc là, on arrive à une opposition de point de vue totale entre ce qu'est le métier de journaliste et ce qu'est visiblement ce que veut ce chercheur. Est-ce qu'on peut donc concilier ces trois temps et ces différentes positions, points de vue, recherche de vérité, longueur et patience de travail de recherche? Est-ce qu'un temps doit prévaloir plus sur les autres? Est-ce qu'on doit retirer à des médias d'information continue la couverture d'un sujet scientifique parce qu'ils ont des formats trop courts ou pas adaptés à développer le sujet? Voilà, quels efforts y a-t-il à faire dans chaque partie? C'est un peu l'objet, ce que j'aimerais qu'on développe dans cette table ronde. Et on va commencer avec vous, Monsieur Gaudin, parce que vous avez signé une tribune mi-octobre dans le journal Libération qui s'intitule « La méthode scientifique n'est pas soluble dans l'urgence ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette tribune? Qu'est-ce que vous avez voulu faire comprendre aux lecteurs? Alors en fait, devant un certain nombre de controverses, il nous avait semblé important de rappeler d'abord ce qu'était la méthode scientifique, donc partir de faits, de données, chercher à les expliquer, poser des hypothèses,
éventuellement un petit modèle, voire parfois, quand on a de la chance, une théorie générale. Mais pour qu'on reste dans la science, il faut que ces hypothèses, ces modèles, ces théories soient falsifiables, réfutables. Hein. Ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse challenger tous ces modèles. Et évidemment, pour challenger ces modèles, ça se fait au sein d'une communauté, communauté scientifique qui comprend quand même quel est le problème, ça c'est très important, et qui va dire, mais non, ton modèle n'est pas bon ou tes hypothèses ne sont pas bonnes parce que tu as ignoré telle partie de la littérature, par exemple, ou bien parce que certains vont proposer donc justement des expériences qui vont valider ou invalider ces modèles, ces modèles qui sont au départ un peu théoriques. Et donc, ça, c'est la démarche scientifique. Et c'est vrai de fait, elle conduit à la controverse. De fait, en permanence, en science, on est dans la controverse. Et ça, c'est ce qui est apparu au public, et c'est apparu comme une faiblesse de la science. Parfois, les gens disent, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais ça, c'est le quotidien du chercheur de ne pas être d'accord. Alors, le problème, c'est que, de mon point de vue, on ne peut pas... Pour comprendre cette controverse, il faut être éduqué, il faut comprendre le domaine scientifique. Et donc, par conséquent, on ne peut pas, comme ce qui s'est passé un petit peu dans cette crise, prendre à témoin et dire au doigt mouillé, c'est ce traitement qui doit être appliqué, et parce que je suis le meilleur et je prends à témoin toute la population française. Là, vous pensez directement au Dr Raoult, qui remettait en cause les essais cliniques avec groupe témoin. Pourquoi, c'est très bien expliqué dans cette tribune, pourquoi si on ne fait pas ça, ça peut exposer le patient à finalement plus de risques. Alors, je rappelle que je ne suis pas médecin, mais toute la médecine s'est extraite de cet empirisme, de ce mandarinat, pour aller justement vers quelque chose de collectif, de validé collectivement, et qui en fait, évidemment, va protéger ensuite les patients qui reçoivent le traitement, parce que le traitement aura été validé par des protocoles de tests cliniques qui sont maintenant bien établis. On prend des populations, c'est des tests randomisés, donc on prend les gens, on ne choisit pas les gens qui vont recevoir le médicament versus le placebo, c'est vraiment établi au hasard. Par ailleurs, c'est en double aveugle, ni le médecin ni le patient ne sait s'il a reçu, qui a reçu le placebo ou le médicament, et ça évite tous les biais interprétatifs. Éventuellement, on a tous des biais interprétatifs. Et le chercheur n'est pas mieux que le reste de la population. Sur certains sujets, il est un peu mieux éduqué. Mais là, on est face à un nouveau virus, en fait. Donc, on n'a pas eu le temps d'évaluer. Quand, au début de la crise, les médecins cherchent les traitements, voilà, les hypothèses sont sur la... C'est finalement... Est-ce que cette crise n'a pas permis de faire comprendre quand même comment ça allait fonctionner? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté d'entendre, alors attention, voilà ce que c'est qu'un groupe témoin, voilà ce que c'est qu'un... Cette molécule n'a pas encore été testée. Mais là, on est aussi... Il y a des choses dans la méthode qui s'appellent le traitement compassionnel. Alors moi, je suis moins spécialiste de ça. C'est pas quelque chose que je pratique au laboratoire. Donc oui, le traitement compassionnel, c'est que quand parfois on est face à des malades dont on sait parce qu'on a du recul que la maladie ne peut pas évoluer de façon favorable à ce moment-là et que l'issue est fatale, c'est-à-dire le décès du patient, dans certains cas, et c'est très réglementé, et je dois dire que je ne connais pas cette réglementation parce que je ne suis pas confronté à ça, on va pouvoir donner des traitements qui n'ont pas encore été validés expérimentalement et approuvés par la communauté scientifique. Mais... Monsieur Schneewes. Je peux peut-être préciser ça. Le médecin a le droit de prescrire ce qu'il veut. À partir du moment où il a des arguments pour penser que ça peut être utile à son patient. Et effectivement, on peut considérer la dimension compassionnelle quand on a une maladie d'une particulière gravité. Ebola, face à ce virus qui avait plus de 60% de mortalité, au fond, vous pouviez tester tout ce que vous vouliez, puisque le simple fait que vous réduisiez la mortalité allait vous dire si le traitement était efficace ou non. Là, on était face à une pathologie qui, chez les plus de 65 ans, pouvait avoir une forme grave, pas toujours, et dans les formes graves, un certain taux de mortalité. Dans ce contexte-là, deux choses. Un, on n'est pas du tout dans le traitement compassionnel. Deux, traiter des gens qui n'avaient
pas de symptômes ou qui étaient des gens jeunes était tout à fait questionnable. 3, quand on fait une recherche, c'est-à-dire un protocole, avec le fait qu'on traite des gens dans le but de savoir s'ils vont être protégés de la maladie, il y a tout un ensemble réglementaire qui est issu en France des lois Urié-Seruskla et qui s'est développé avec les lois bioéthiques. Et ces recherches sont qualifiées de recherches sur la personne et doivent être évaluées par des comités de protection des personnes qui sont là pour justement évaluer la pertinence du traitement proposé, la pertinence de la méthodologie et la pertinence des résultats possibles. Donc tout ça doit être fait dans des conditions de rigueur sans lesquelles, comme l'a très bien expliqué Yves, on n'arrive à aucun résultat. Et pour terminer sur ce sujet, il y a eu plus de 150 essais dans le monde sur l'hydroxychloroquine qui ont tous conclu à l'inefficacité de cette molécule. À ce coronavirus, vous voulez dire? Dans ce contexte-là, bien Parce sûr. que c'était un nouveau virus aussi. J'ai une question pour tous les trois. Après, je donnerai la parole. Comment s'est passé, est-ce que vous pourrez me raconter une anecdote chacun sur comment s'est passée votre intervention dans des médias à l'occasion de cette crise? Monsieur Gaudin, allez, très court. On pourrait avoir beaucoup d'anecdotes. Il y en a une. Oui. Alors, je ne dirais pas sur quelle chaîne, mais le 15 août, je me retrouve donc, en même temps, il y avait l'accident, ce qui était passé au Liban. Il y avait L'explosion de Beyrouth. la canicule. Et puis évidemment, toujours la crise sanitaire. Donc, je devais parler de ce qui se passait. Voilà. Et donc, j'arrive sur le plateau. Et la journaliste me dit « Vous êtes médecin ?» Je fais « Non, je ne suis pas médecin, je suis virologue, mais c'est pas grave, évidemment, on va parler du virus. » Elle me fait « Voilà, parce que j'aurais quand même aimé que vous disiez un mot sur la canicule. » Ce que j'ai fait bien volontiers parce qu'elle était tellement désespérée, donc c'était très facile. C'était un traitement compassionnel. Oui, c'est ça, voilà, c'était exactement ça. Madame Berthommieu, est-ce que vous avez été sollicitée par des médias pendant cette crise? À peine. Mais... C'était plutôt des médias spécialisés, c'était Oui, plutôt par des médias par spécialisés. exemple un magazine. Alors, en fait, d'abord, on a un journal qui s'appelle La Vie de la recherche scientifique, dans lequel j'ai été sollicitée pour m'exprimer. Et en fait, ce volume a été dédié à la crise. C'est votre texte qui a été publié ou il y avait quelqu'un qui vous a posé des questions, envoyé par mail pour y répondre ou... En fait, c'était des questions, voilà. Faites par un journaliste de ce journal ou c'était l'équipe Oui. de votre... D'accord. Voilà. Et Monsieur Schneewes, vous, une petite expérience radio, télé, presse écrite? Oui, j'ai été beaucoup sollicité en tant que président du comité d'éthique de l'INSERM ou en tant que président du comité international de bioéthique. Non, je dois dire que j'ai aucune expérience douloureuse. J'ai toujours cherché à exprimer les positions soit du comité d'éthique de l'INSERM, soit celui du comité international de bioéthique. Ça a parfois été difficile de me faire entendre. Mais, pourquoi Parce que souvent, les journalistes cherchent à faire dire autre chose que ce qu'on a envie de dire ou à chercher des... Vous voulez vous faire parler de la canicule, vous aussi, ou parfois de questions sur lesquelles je n'ai aucune compétence. Et quand je n'ai aucune compétence, j'avoue humblement n'avoir aucune compétence. Et même si on me repose 3 fois la question, à la 3e fois, ça ne me rend pas plus compétent. Donc, vous voyez où je voulais en venir, Madame Pigalle, directrice de la rédaction de BFM. Qu'est-ce que c'est, quand vous entendez ces différents témoignages de chercheurs, qu'est-ce que c'est la plus grosse difficulté quand vous cherchez à avoir un invité sur les plateaux de BFM pour parler du coronavirus? Est-ce que c'est trouver le plus légitime, celui qui répond le plus vite, celui qui va pouvoir traiter du sujet mais au moment où vous le décidez, peut-être que un autre sujet le bouscule. Qu'est-ce que c'est la plus grosse difficulté? Il y a 1000 enjeux autour de la présence d'un invité sur un plateau. Il y a tout ce que vous dites, c'est-à-dire il y a évidemment la question de savoir s'il est disponible dans le tempo dans lequel on l'a sollicité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur le fait de savoir s'il y a suffisamment de femmes sur les plateaux. Vous voyez, donc les critères sont multiples. Il y a une chose, évidemment... au fond, la question du tempo est très importante, elle est l'objet de cette discussion. Ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas la capacité à faire une enquête de personnalité sur chacune des 40 personnes qui vont venir sur un plateau dans la journée sur BFM TV.
vous vous référez au titre des gens, vous vous référez à l'expérience de votre journaliste santé qui connaît déjà un certain nombre de personnes, vous vous référez évidemment aussi à la disponibilité d'un certain nombre d'entre eux, parce que vous voyez bien comment, et ça, je pense, dans cette crise, ça a été une grande difficulté. Il y a un certain nombre de gens très compétents qui ne veulent pas passer leur vie sur les plateaux. Il y a à l'inverse un certain nombre de gens qui ont pris goût, c'est une évidence. Il y a aussi des gens qui ont une capacité pédagogique très importante, le goût d'essayer d'exprimer des choses simplement, et d'autres qui, au contraire, vont vouloir avoir un propos trop complexe et qui va faire que nous adressant au plus grand nombre, on ne peut pas aller tout à fait jusque-là. Enfin, vous voyez, donc, trancher, en tout cas, sur ce qu'est un bon ou un mauvais invité, est une science, là aussi, très difficile, ou un art, en tout cas, très difficile. Et surtout, vous voyez que désormais, sur ce sujet-là, il y a autant d'opinions et d'options que d'invités. Par ailleurs, sur le fait de savoir qui on invite sur un plateau, la seule considération n'est pas, comment dire, en l'occurrence, quand l'épidémie commence, comme vous le dites, on a finalement assez peu de connaissances. On va nous dire aujourd'hui, vous avez 6 mois, 9 mois, 1 an de recul, il y a des gens que vous ne devez plus inviter. Ce que nous faisons. Nous avons constaté qu'un certain nombre de gens avaient dit énormément de bêtises. Et donc, ils n'ont plus accès au plateau. Mais vous voyez aussi comment ils avaient, pour certains, une carte de visite qui justifiait à l'origine de leur tendre un micro. Et puis, sur la question du professeur Raoult spécifiquement, puisque malgré tout, il a été au cœur de beaucoup des discussions sur ce sujet, il faut aussi distinguer 2 choses différentes qui sont sa capacité, sa qualité, son titre au départ, qui font qu'on lui tend un micro. Moi, je me souviens par exemple d'avoir discuté avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, en loge, puisque Didier Raoult était apparu sur les écrans au tout début, disant il y a une étude chinoise, l'hydroxychloroquine, ça va marcher, je vais faire des tests, je vais... Bon. Et nous recevons le ministre de la Santé, alors que depuis 2-3 jours, je vois qu'il est partout, et notamment chez nous. Et je demande au ministre... comment est-ce qu'il faut considérer ce médecin? Est-ce qu'on a raison de discuter avec lui? Il me dit oui, c'est quelqu'un de très sérieux. Je lui ai dit de faire ses recherches et de nous démontrer ce en quoi aujourd'hui il ne fait que croire. Bon, le problème c'est qu'il ne l'a pas démontré. Mais vous voyez comment cette chose-là s'est installée de façon parfaitement légitime à l'origine. Monsieur Gaudin. Juste sur la polémique de l'hydroxychloroquine, hydroxychloroquine, je veux dire, tous les virologues savaient que ça marchait bien en culture de cellules sur tous les virus qui rentrent d'une certaine façon dans la cellule. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, aussi, bon, je ne veux pas dire qu'il y a eu un affrontement médecine-science, un peu quand même. Et si vous regardez, je pense que souvent les scientifiques de base ont dit moins de bêtises. Parce qu'en fait, ils sont plus au fait de la littérature de façon très générale et moins sur la littérature purement orientée traitement. Et il y avait eu des essais de l'hydroxychloroquine pour un certain nombre de maladies, ça n'avait jamais marché. Il était légitime de le tester quand même, de toute façon on est complètement démunis, donc on n'avait rien à perdre. Mais il était légitime de clore aussi très vite cette controverse et puis ce qu'on a constaté quand même, c'est une ignorance parfois inquiétante dans la population de mathématiques de base, de statistiques de base. Et je pense que s'il y a quelque chose à faire, il va falloir vraiment... Garder les maths au bac. Il va falloir garder ça, parce que c'est essentiel. Les mathématiques restent un outil, la poésie aussi peut-être, j'ai rien contre, hein. Mais les mathématiques restent un outil essentiel pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et tout s'est passé en chiffres, hein. Il suffisait de voir les données, de voir ce qui s'était passé pour que les gens comprennent. Juste très brièvement, je voudrais dire aussi une chose, c'est que, évidemment, comme vous, je pense que c'est très important d'avoir une culture scientifique très avancée. Mais une des difficultés que nous avons eues dans cette crise aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas seulement savoir, mais un certain nombre d'entre eux qui voudraient croire à quelque chose. Et la grande réussite du professeur Raoult, ça a été aussi de surfer sur un espoir, de surfer sur l'envie de croire qu'on avait une solution. Aujourd'hui, c'est un sujet pour nous les journalistes en permanence, que parfois apporter seulement des faits ne suffit pas à convaincre.
Avant de venir sur cette question de croyance qui vous tient à cœur, Monsieur Schneewes, je voudrais voir avec vous, Madame Berthaumieux, je voudrais qu'on parle du conseil scientifique parce que souvent, c'est plutôt positif que le politique qui a géré cette crise se rapproche du monde de la recherche. Je vois Barack Obama qui avait un conseil scientifique à la Maison Blanche. Après, vous dites attention dans le choix politique des scientifiques qu'il consulte. C'est-à-dire que ce ne serait pas à lui de choisir les scientifiques qui vont s'exprimer sur le sujet. C'est-à-dire, vous pensez qu'il faudrait faire quoi? Alors, en fait, sur cette question, je pense qu'il faut aller au-delà et bien préciser, parce qu'il y a eu, au moment vraiment du mois de mars, avril, il y a vraiment eu une confusion sur le rôle du conseil scientifique. Et ce rôle a été un petit peu biaisé par des informations qu'on a eues du politique, comme si, où il y avait une confusion sur le rôle réel du conseil scientifique. Donc le conseil scientifique, je pense que c'est une très bonne chose de s'appuyer sur un conseil scientifique, mais encore faut-il ne pas lui attribuer plus de pouvoir que du conseil. Et il me semble qu'au travers de la population, il y a eu des informations qui ont été biaisées, comme si c'était le conseil scientifique qui avait décidé de maintenir le premier tour des élections municipales, par exemple. Après, il y a eu aussi sur le choix de porter ou pas des masques. Enfin, il m'a semblé que... Alors, pour en revenir à cette question du conseil scientifique, donc je pense qu'effectivement, c'est indispensable. Après, peut-être qu'il faut... passer un petit peu de temps pour dire que tous les scientifiques ne sont pas chercheurs et par contre tous les chercheurs sont des scientifiques. Donc il y a un rôle important à peut-être redéfinir. Et en fait, je m'étais rapprochée de ce qu'avait écrit l'ancien président de l'INSERM, un ancien président de l'INSERM, qui a bien fait la différence, donc Monsieur Philippe Lazare, qui a bien fait la différence qui dit que le chercheur scientifique donc, peut avoir deux rôles et de conseil, donc d'expertise. Donc ça pourrait être c'est d'expertise donc qui est sur le court terme, c'est de pouvoir discuter des questions, poser les questions, parce qu'en fait, on était vraiment dans les questions qu'on posait. Moi-même, j'ai posé des questions de savoir sur des surfaces comment est-ce qu'on pouvait être contaminé. Donc à une virologue qui m'a dit, mais tu sais, aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, et ça, c'était au tout début de mars. Donc, alors, il y a un volet du scientifique chercheur qui est de pouvoir répondre à une expertise et à des questions. Et après, le chercheur scientifique, lui, va faire son travail de plus long terme, qui est de répondre à des questions et d'essayer d'avancer dans un sujet. Voilà. Mais est-ce que le conseil scientifique, pour vous, avait un rôle trop politique? C'est-à-dire, parce que le politique doit décider sur les masques. Il y a le principe de précaution dans l'ignorance de risque qui peut s'appliquer, et c'est ce que parfois le politique a fait. Vous trouvez qu'il s'est trop servi finalement du conseil scientifique qu'il avait choisi pour dire c'est sa décision et pas la mienne? En fait, le politique, il décide, d'abord c'est un élu, et donc il est élu par tout un corps électoral. Oui, donc, et alors que le scientifique n'est pas un élu. Enfin, un scientifique peut donner une information, il répond, mais il propose des solutions, mais c'est le politique qui choisit et qui décide. Donc ça, c'est vraiment... Et la répartition des rôles n'a pas été assez claire, vous trouvez, pendant la crise? Voilà. À mon avis, ça n'a pas été assez clair. Voilà. Est-ce que le monde de la science pourrait s'organiser pour que ce ne soit pas le politique qui choisisse tel professeur, tel chercheur dans son conseil scientifique? Parce que c'est ce qu'on disait aussi au début. Il y a plein de scientifiques et de chercheurs, pour le coup, dont c'est le domaine de recherche qui est vraiment sur notre sujet d'actualité, qui ne sont pas disponibles, qui ne veulent pas... leur travail, c'est d'être dans leur labo, c'est pas d'être à des réunions à l'Élysée ou sur les plateaux de télé. Comment on fait pour que ces scientifiques, leur connaissance du sujet arrive quand même au moins jusqu'à ces
c'est décisionnaire ou c'est vecteur de messages au grand public? Alors, d'une part, à mon avis, on arrive toujours à trouver des gens qui sont d'accord pour participer. Donc ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé. Après, pour un chercheur scientifique qui ne souhaite pas spécialement s'impliquer dans tous les messages avec les politiques, il y en a aussi beaucoup, mais eux, ils transmettent au travers de journaux. Et donc, les autres peuvent s'appuyer sur tout ce qui a été publié par les autres. Mais est-ce qu'on pourrait voilà. imaginer que des instances type l'INSERM, le CNRS, dans ce bien genre sûr. de crise, disent bon nous, on monte notre task force virus et on la propose Absolument, aux politiques. absolument. Ça, je on suis trouve tout une à fait solution. d'accord. Regardez à cette crise sur ce plateau. Oui, non, mais ça, c'est ce qui a été. Ben, Oui, j'allais oui. vous dire, à côté du conseil scientifique, il y avait le comité d'analyse et de recherche et d'expertise, le CAIR. C'était un peu l'idée. Donc, Oui, absolument. Non, mais je pense que la France a la chance d'avoir des organismes de recherche et que, entre guillemets, il suffirait de piocher dedans pour constituer un petit conseil scientifique ad hoc, parce que là, on parle du problème de la Covid et du SARS-CoV-2, mais il y a tous les problèmes environnementaux, énergétiques, enfin les problèmes de l'énergie. Donc tout ça, ça pourrait mériter des conseils scientifiques ad hoc. Voilà. vous vouliez dire Le CNRS a un vivier d'experts qui Oui, absolument. suffit s'adresser. Ah oui. Monsieur Schneewes, comment articuler ces 3 temps? Est-ce qu'ils sont conciliables? Vous m'avez dit il faut d'abord commencer par dépasser le stade de la croyance. C'est-à-dire que le scientifique ne dit pas ce qu'il pense, mais ce qu'il sait. Je crois que c'est exactement la suite de la discussion, c'est la responsabilité de chacun. D'où parlons-nous? Et s'il y a une critique qui peut être faite sur ces différentes chaînes de ces plateaux, c'est que dans beaucoup de cas, l'information telle qu'elle pouvait être donnée aurait pris quelques minutes. Et puis ensuite, on a eu des conversations sur l'incertitude et le fait que je ne sais pas, mais je parle quand même, qui ont duré des heures et qui étaient tout à fait insupportables, et parfois qui étaient dramatiques. Pas sur votre plateau, mais sur une autre chaîne, une conversation style coin de canapé entre 2 chercheurs, un de l'Institut Pasteur de Lille et un de l'Assistance publique, a déclenché une catastrophe parce qu'elle a été conçue comme si on devait utiliser des Africains comme cobayes dans le cadre d'une vaccination par le BCG. Ils émettaient l'hypothèse que le BCG pouvait protéger les populations, et tout d'un coup, ça a dérivé en « et pourquoi pas utiliser les populations africaines qui n'ont rien comme test ?» Et ça a déclenché un orage de protestations, y compris le directeur général de l'OMS, qui a été une catastrophe pour l'image de la science, catastrophe pour l'image de la recherche française, tout ça parce que c'était une discussion de café du commerce, mais en direct, sur une grande chaîne d'infos. Donc... Mais en l'occurrence, un propos dont se rendait coupable la personne qui prononçait ces mots et pas le journaliste qui animait la discussion. Vous voyez, on arrivait à cette hypothèse-là, oui, était d'aucune manière ce qui était souhaité à l'origine. Hein. Je le pense bien, et ni même pour les 2 intervenants, mais catastrophique parce que la notion de responsabilité et qu'est-ce qu'on dit et quelle est la portée de ce qu'on dit n'avait pas été prise en conséquence. À partir de là, on a des choses qui sont une évidence de tout temps. La lutte qu'il y a entre l'autorité et le pouvoir. L'autoritas et le podestat, elle est de tous les siècles. Il se trouve que les scientifiques sont plutôt du côté de l'autorité, je parle à partir d'un savoir, et que le pouvoir, le gouvernement, est là dans une position de « moi, j'agis ». Et j'agis, gouverner, c'est agir dans une situation d'incertitude. Le scientifique, il a le temps long, il vient d'une histoire et il continuera sa recherche en essayant de résoudre des incertitudes. Le politique, il a à prendre des décisions. Alors à partir de là, ce qu'on peut interroger, c'est pourquoi, alors que nous avons des agences sanitaires, Santé publique France par exemple, pourquoi a-t-il fallu créer un conseil scientifique supplémentaire? Pourquoi, alors que nous avons des structures qui ont été organisées dans les épidémies émergentes, par exemple au niveau des organismes de recherche, il y a une structure qui s'appelle Reacting, qui a été créée
à la suite de l'épidémie Ebola pour pouvoir répondre à des épidémies émergentes d'une façon rapide. Et d'ailleurs, les premiers essais cliniques et les premières recherches financées par Reacting l'ont été dès le mois de février 2020, avec le soutien du ministère de la Recherche. Donc pourquoi a-t-il fallu créer cette habitude française de créer des millefeuilles ? Et puis ensuite, bien, il faut tirer des chapeaux à des scientifiques absolument remarquables qui, contre vent et marée, ont cherché à continuer un discours de la rationalité, un discours de la science. S'il y a un homme admirable que je voudrais saluer aujourd'hui, c'est Anthony Fauci. Peut-être vous Oui, nos auditeurs ne connaissent pas Anthony Fauci, mais c'est le scientifique, épidémiologiste, virologue, chef des maladies infectieuses à la Maison-Blanche. Et il a fallu que pendant des mois, il démente les fausses affirmations que le président Trump assénait à longueur de tweets et à longueur de temps, et il venait derrière en disant « ben non, ce que vient de dire le président est faux, ben non, ce que vient de dire le président... » Sans se faire renvoyer. Et c'est extraordinaire, il a tenu jusque-là, alors que tout le monde demandait sa tête et que tout le monde voulait qu'il soit vite remercié. Voilà. Eh bien, un scientifique qui a continué à porter un discours de la rationalité, mais malgré les vents et marées. Et à côté de ça, les électeurs y votent. Et puis, si le gouvernement n'a pas fait ce qui leur convient, eh bien, ils peuvent, dans les urnes, le renvoyer chez lui. Mais comment couvrir ce débat dans la clarté ? Les chaînes d'information ne vont pas ne pas relayer les messages du président américain. Elles font le travail de dire d'aller aux conférences de presse d'Anthony Fauci. Jusqu'à ce qu'elle l'interrompe. Ce qui a choqué d'ailleurs beaucoup de gens, mais récemment sur le. C'est une accusation de censure tout de suite, de victimisation. Non, mais moi je ne vais pas donner des leçons de journalisme parce que j'en serais vraiment. Là, je serais vraiment dans l'abus et l'incompétence totale. Mais nous avons aujourd'hui de nombreuses instances de fact-checking. Des médias font du fact-checking. Voilà. Il se trouve que je suis abonné à un grand journal du soir qui a un système de décodeurs qui analyse ce qui a été dit, les faits. Voilà. Ça, chérir le temps qu'on laisse à un journaliste pour travailler, comme un chercheur, comme un politique pour décider. Et je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble aussi à notre communication, c'est-à-dire les scientifiques comme on le voit, ont une manière de transmettre leurs informations et si ceux qui le savent, aucune politique de santé ne peut se développer sans des preuves scientifiques sur lesquelles elle est basée, mais aucune science ne résume la gouvernance. Il faut bien que les gouvernants assument ce qu'ils ont à faire. Et il faut qu'il y ait un dialogue, et il faut qu'on se rende bien compte que tout ça est multidisciplinaire. Si on a pu faire des tests sur le virus, c'est qu'il y avait des généticiens, des biologistes moléculaires qui ont décrypté la séquence du virus. Si on a pu comprendre comment ce virus infectait des cellules, c'est parce qu'il y avait des virologues qui ont permis de faire ça. Si on a compris que la gravité de la maladie, c'était le déchaînement du système immunitaire, c'est parce que des immunologistes ont travaillé, et ensuite des épidémiologistes avec des modèles mathématiques. Il faut comprendre la complexité, la multidisciplinarité et promouvoir le dialogue. Mais la pluridisciplinarité. Mais voilà. Après, il faut une synthèse de cette pluridisciplinarité. Qui l'a fait ? Vous, c'est votre travail. Nous, on vous nourrit, on vous apporte des informations, mais qui sont les médiateurs vis-à-vis du public ? Qui a la compétence, la formation, le journaliste, d'aller à la source et d'être capable d'en faire quelque chose qui puisse être transmis. Et éventuellement, bien entendu, sous notre regard, qui peut vous dire, voilà, vous avez dit des bêtises, nous on en dit tellement que vous aussi, vous avez le droit d'en dire. Je vais vous demander, je crois qu'on va devoir bientôt conclure, mais je vais vous demander à chacun, en fait, quelle leçon vous tirez, vous, de cette crise ? Est-ce que vous vous dites voilà, qu'il y a des choses qui vont changer aujourd'hui parce qu'on apprend à chaque fois de chaque élément. Au fond, ce qui est très difficile, particulièrement dans cette crise, mais qu'on avait déjà vu auparavant, c'est que se mêlent deux mondes. Celui de la science, celui de la médecine d'un côté, et celui de la politique, et puis les phénomènes sociaux. Et au fond, ce qui parfois a été compliqué, c'est que des médecins dont on attendait qu'ils nous disent ce qu'ils savaient sur la maladie, ce qu'ils savaient sur les moyens de la guérir ou pas, s'exprimaient sur la façon dont il fallait la gérer dans le pays. Ils n'étaient pas
illégitimes pour le faire. Mais le problème, c'est qu'avec quelle casquette est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils étaient scientifiques? Est-ce qu'ils étaient politiques? À quel titre est-ce qu'ils parlaient? Et c'est vrai que ces deux choses-là se sont mêlées. Et sans doute que, en vous écoutant, je me dis, faire la part sur les plateaux entre ce qu'on essaye déjà de faire, mais renforcer ces dispositifs. Le moment où on dit, voilà ce qu'on sait, voilà ce que sont les faits, à travers, par exemple, vous savez ce qu'on appelle en télévision avec un bon mot français, le wall, c'est-à-dire on se met devant un mur et on donne en infographie les différents éléments connus, factuels. Bien séparer les moments où on fait ça et les moments où ensuite on débat, étant donné l'état des connaissances de ce qu'il faudrait prendre comme mesure, ce qu'on fait comme ça. Voilà. Bien faire la part, finalement, entre l'information d'un côté et l'opinion de l'autre. L'opinion qui, parfois, peut permettre de constituer une politique et de la mettre en œuvre. Vous voyez, donc, c'est pas, l'opinion en soi, c'est pas anormal qu'elle existe. La difficulté, c'est de séparer ces moments pour que tout ça ne soit pas mélangé. Monsieur Gaudin, vous, quelle leçon vous tirez de cet épisode? Moi, ce à quoi j'ai été confronté, et ça m'a... Enfin, je m'en doutais un peu parce que je fais des barres des sciences, mais c'est une inculture scientifique dans ce pays qui est dramatique. On revendique le pays des Lumières. Il va falloir vraiment... Et ça, c'est toute la vie. Hein. Et les médias ont un rôle à jouer, bien sûr. Parce que je pense qu'on va être confronté probablement à d'autres crises où les scientifiques auront peut-être des réponses à apporter ou peut-être de leur expertise à donner. Mais justement, pour éviter tout ce qui s'est passé, il va falloir vraiment que les gens soient capables d'abord d'avoir un socle scientifique sur lequel eux-mêmes puissent s'appuyer et développer leur esprit critique. Et pour en venir, effectivement, l'opinion, c'est très important, mais il faut que l'opinion s'appuie sur des choses quand même solides. Et la culture scientifique fait partie de ce socle qui est absolument indispensable dans notre pays à l'heure actuelle. Madame Berthomieux, vous aussi, une conclusion, une leçon que vous tirez de cette crise? Peut-être très très rapidement, je pense que cette crise a soulevé l'importance de la science et des méthodes scientifiques. Je les mets au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, très, très certainement. Mais je pense que, en fait, peut-être qu'on aurait pu saisir cette difficulté qu'on avait d'absence de connaissance de ce virus par mettre un focus sur tout ce qui a permis, ce qu'a dit Hervé, sur tout ce qui existe. La RT-PCR, on en a beaucoup parlé, mais elle n'est pas venue de nulle part. Ça veut dire qu'en amont, il y a eu un travail de longue haleine et on a saisi cette technique pour pouvoir détecter des choses. Maintenant, je pense que j'aimerais bien avoir beaucoup de choses sur les vaccins maintenant. Je pense que ce serait intéressant, voilà. D'interroger la méthode d'élaboration des vaccins. Oui. Très bien. Oui. Eh bien, écoutez, alors, je vous remercie. Comme je vous ai... Alors, si, vous avez encore un mot à ajouter. Allez, on a encore une petite minute, on en profite. Parce que comme vous avez la parole en dernier. Non, moi, je vais dire juste un mot. Ça a été une extraordinaire transparence parce que tout s'est déroulé, que ce soit la recherche ou que ce soit le développement médical ou que ce soit la gouvernance, tout s'est déroulé sous l'œil des médias, donc avec une incroyable transparence. Et en même temps, on a vu la difficulté pour chacun de comprendre ce que voulait dire le mot incertitude. Et la vie, c'est d'être face à l'incertitude. Notre cerveau est allergique à l'incertitude. Exactement. Il passe son temps à construire des hypothèses pour résoudre une insupportable incertitude. Et pourtant, vivre, c'est être face à l'incertitude. Hervé Schneewes, président du comité d'éthique de l'INSERM, Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM, Dorothée Berthomieux, directrice de recherche à l'Institut de chimie moléculaire de Montpellier et présidente du conseil scientifique du CNRS, et puis Yves Gaudin, virologue, directeur de recherche au CNRS. Je vous remercie tous les quatre pour cette table ronde. Merci beaucoup Anne-Laure, c'est moi qui vous remercie également pour ce débat très instructif. Merci. On comprend la difficulté de dire « je ne sais pas ». On en parlait un petit peu plus tôt ce matin et par moments, il est très difficile de le dire. En tout cas, merci à vous. Et puis nous, on continue. Juste après, on va parler toujours de journalisme et de connaissances, mais du côté des médias avec les chercheurs de l'Institut de l'Oxford Institute. Je vais y arriver. Merci beaucoup.